Elles ont une barbe, des crocs de prédateurs et elles peuvent avaler des cailloux juste pour mieux manger les crustacés. Ce sont des fantômes du passé marin, des stars oubliées du Saint-Laurent. Et pourtant, pendant des siècles, elles ont nourri des continents au grand complet. Bienvenue dans Balado, la série qui explore les profondeurs marines, une espèce en péril à la fois. Bienvenue sur cette série spéciale de Balado qui nous plonge au cœur du Saint-Laurent, à la découverte des espèces en péril. Aujourd'hui, cap sur deux poissons mythiques du Saint-Laurent, la morue franche et la merluche blanche. On va parler de géants, de colosses qui régnaient sur les fonds marins jusqu'à leur disparition soudaine. Et surtout, on va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Pour mieux comprendre leur histoire, je suis partie en quête d'un expert, quelqu'un qui connaît ces espèces comme personne et qui les étudie dans leur milieu naturel. Direction Rimouski, à l'Institut des sciences de la mer. Et c'est là que j'ai rencontré Dominique Robert, biologiste marin, professeur, chercheur. Il a passé des années à étudier les poissons de fond et il va nous aider à tout comprendre. Je m'appelle Dominique Robert, je suis professeur en écologie halieutique à l'Institut des sciences de la mer de l'Université du Québec à Rimouski. On va commencer par les présentations. Voici deux espèces de poissons de fond qui ont longtemps été les reines du Saint-Laurent. Elles sont grosses, elles sont puissantes, elles ont façonné nos écosystèmes. Donc, la merluche blanche et la morue franche, c'est des grands poissons de fond. C'est parmi les grands poissons de fond qu'on a dans le golfe du Saint-Laurent. C'était les poissons qui dominaient autrefois en abondance l'écosystème démersal, donc vraiment les fonds marins, de par leur taille. Donc, une merluche ou une morue adulte sont capables d'attraper et de manger des organismes assez gros, là, incluant d'autres poissons, même des crustacés, des petits crabes, etc. Donc, c'est un très, très grand prédateur lorsqu'ils sont abondants. Donc là, évidemment, l'abondance de nos jours est beaucoup plus faible. Donc, il joue un rôle beaucoup moins important là, pour structurer le réseau trophique. La morue franche, de son nom latin Gadus morua, c'est ce gros poisson au menton barbu que vous avez sûrement vu sur les vieilles boîtes de morue salée. Ça sort, ouais, donc la morue, je pense que les gens ont déjà l'imaginaire, là, le grand poisson avec un barbillon, tout ça. La merluche ressemble quand même pas mal à la morue, mais avec un avant du corps plus, je dirais, plus gros. C'est un poisson qui est beaucoup plus mou aussi. Donc, une morue, ça se tient bien. Quand on pêche une morue, c'est robuste, c'est assez musculaire, alors qu'une merluche, c'est beaucoup plus mou. La merluche, Urophysis tenuis, lui ressemble un peu. Mais elle a une tête plus grosse, elle est plus molle et vit souvent plus profond. C'est sûr que les morues peuvent, en théorie, atteindre des tailles de plus d'un mètre et demi, là. La merluche, je vais avouer que la taille maximale historique, je la connais pas, là. Faudrait vérifier, mais c'est pour, disons, les adultes, là, des adultes morues, des adultes merluches, c'est des tailles qui sont quand même assez comparables. Il peut y avoir des très grosses merluches, j'en ai déjà vu là, sur des relevés scientifiques, des merluches de très grosse taille, là, quand même. Le mot morue viendrait du portugais morua. Et au 16e siècle, les pêcheurs basques et bretons traversaient l'Atlantique juste pour ça. Autrement dit, c'était les stars du garde-manger de nos ancêtres. Ouais, la merluche, c'est une espèce qu'on va trouver plus en profondeur importante, là, donc un peu plus profondément que la morue franche, qui finalement est une espèce où on peut la retrouver aussi bien sur des fonds qui sont relativement profonds que sur des talus continentaux comme en plein cœur du sud du golfe du Saint-Laurent, tu sais, sur des fonds d'une 50aine de mètres, c'est propice aussi à la morue. Je pense que la morue est plus versatile du point de vue du type d'habitat, de la profondeur, puis la merluche, on la retrouve un petit peu plus sur le talus, là, dans des zones un peu plus profondes. En anglais,
La merluche s'appelle White Hake, ce qui veut littéralement dire « merluche blanche ». Rien de poétique, mais au moins, c'est très clair. Bien avant les filets industriels, ces poissons faisaient déjà partie des récits, de la culture et des échanges. Retour sur leur place dans notre histoire. Bien avant l'arrivée des Européens, les Micmacs, les Inuits, les Wolastoqiyik et plusieurs autres peuples autochtones pêchaient la morue. Ils la fumaient, la faisaient sécher et la consommaient tout au long de l'hiver. La pêche respectait les cycles de reproduction, il n'y avait pas de surpêche. Quand les Européens sont arrivés, ils ont trouvé des bancs tellement denses qu'ils disaient pouvoir les ramasser avec des chaudières. C'est écrit noir sur blanc dans les journaux de bord. Une vraie manne. Et ça a tout changé pour eux. Les Basques venaient pêcher la morue au large de Terre-Neuve dès le 16e siècle, mais gardaient leur secret. On retrouve ça nulle part dans leurs écrits. C'était vraiment top secret, comme un bon spot à champignons. Elles étaient partout et, en quelques années, presque disparues. Que s'est-il passé pour la morue et la merluche? Dans les années 90, la catastrophe éclate. Les stocks de morue et de merluche s'effondrent. Ces géants marins, jadis omniprésents, deviennent soudainement extrêmement rares. Mais que s'est-il vraiment passé? À cette époque, la pression de pêche était énorme. On pêchait intensivement, parfois sans vraiment comprendre les conséquences à long terme. Donc, c'est les effondrements historiques des années 1990. Donc, une époque où les pressions de pêche commerciale, la pression de pêche au chalut en particulier était très forte. Ça, c'est dans le golfe du Saint-Laurent, mais c'est dans l'ensemble du Canada atlantique, on pourrait dire. Donc, on peut parler d'une surpêche, mais qui s'est jumelée, combinée à un environnement très défavorable, donc très, très froid, une période, une anomalie très froide au début des années 1990. Et puis, cette combinaison-là d'une exploitation à des niveaux trop élevés avec une baisse ou même un arrêt pratiquement de la productivité en raison de températures très froides, ont fait qu'il y a plusieurs populations qui ont franchi un seuil là, dans leur taille. Là. Donc, on est tombé à des niveaux très, très faibles. C'est pas toutes les populations qui sont tombées à un niveau extrêmement faible, mais toutes les populations de poissons de fond ou presque ont grandement diminué en abondance pendant cette période-là. Et puis ça a fait de sorte que l'écosystème s'est réagencé autrement. Pendant cette période, une anomalie froide a envahi les eaux du golfe Saint-Laurent. L'eau était vraiment plus froide que la normale et ça a perturbé la reproduction et la survie des jeunes poissons. Et comme si ça ne suffisait pas, des nouveaux prédateurs se sont multipliés. Le phoque gris, longtemps chassé, a vu sa population exploser. D'autres espèces aussi ont pris plus de place. Dans la littérature, on voit ça comme une hypothèse souvent, l'hypothèse du predator pit là, en anglais. Donc, le fait que si on a une taille de population qui est devenue trop petite, à ce moment-là, on a beau être capable de recruter, donc les conditions ont beau être propices pour la survie des très jeunes, qui est souvent une limitation dans le milieu marin. Lorsque ces jeunes-là atteignent une certaine taille, ben là, à ce moment-là, ils se font manger par le mur de prédation. Donc, les phoques, c'est ça, puis en partie les phoques, puis c'est que ce mur de prédation-là est quand même pas juste le phoque gris, mais il y a plusieurs grands prédateurs. Il y a une recrudescence de la présence du thon rouge dans le sud du Golfe. Il y a plusieurs animaux qui ont la capacité de manger le stade juvénile de ces poissons-là. Les jeunes morues et merluches n'arrivent plus à grandir. Dès qu'elles atteignent une taille décente, elles deviennent le repas de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle un piège de prédation.
Un phoque gris, ça peut manger plus que 4 kilos de poisson par jour. C'est plus que ton oncle au buffet à volonté. Le plus troublant, c'est que même quand la pêche a été réduite ou même arrêtée, certaines populations sont jamais revenues, comme si l'écosystème avait tourné la page. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que ça remet en question notre capacité à réparer les dégâts. On peut arrêter de pêcher, mais est-ce que la nature revient toujours? Ou est-ce qu'il faut repenser tout l'écosystème? Et aujourd'hui, les scientifiques poursuivent l'enquête. Dans les données, sur le terrain, la morue et la merluche n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Aujourd'hui, les chercheurs ne se contentent pas d'observer les stocks. Ils veulent comprendre pourquoi certaines espèces comme la morue ne se rétablissent pas, malgré l'arrêt ou la réduction de la pêche. C'est une énigme écologique qui mobilise des biologistes marins, des modélisateurs, des spécialistes de l'océanographie, toutes sortes de monde. Donc, ce qui importe beaucoup aux chercheurs par rapport à ces espèces-là, finalement, c'est de comprendre la dynamique. Donc, pourquoi des espèces qui se sont effondrées il y a maintenant pratiquement 30 ans ne reviennent pas en forte abondance. Donc, c'est malgré un arrêt de la pêche, etc. Donc, il y a beaucoup de recherches au niveau de l'écosystème qui sont effectuées, donc pour comprendre finalement quels organismes ont pris la place de ces grands poissons de fond-là qui, il n'y a pas si longtemps, contrôlaient là, l'écosystème. Donc, on identifie souvent le phoque gris là, comme un élément qui est très, très structurant maintenant dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Et puis, qui est un animal qui, une fois que les poissons comme la morue ou la merluche atteignent une certaine taille, deviennent intéressantes comme proie pour des adultes de phoques gris. Et puis donc, il y a comme un mur de prédation, là. Donc, ça, c'est quand même une question scientifique intéressante. Et malheureusement, c'est pas juste une question de quantité, c'est une question d'équilibre. Quand un morceau du casse-tête disparaît, c'est tout le tableau qui change. C'est un peu, au final, la même grande question qui a lieu avec l'ensemble des poissons de fond dans cette région-là. Donc, on parle de la morue franche, on parle de la merluche, mais on aurait pu parler aussi de l'aliment à queue jaune ou de la plie rouge. Ou il y a plusieurs espèces qui autrefois étaient quand même très abondantes et puis que là, la pêche est complètement arrêtée et puis les abondances sont très faibles et puis on ne voit pas vraiment de signal comme quoi ces populations-là vont s'en remettre, là. L'idée du piège de prédation, ça revient souvent. Les jeunes poissons survivent mieux qu'avant, jusqu'à un certain point. Puis, ils se font manger. Pas seulement par les phoques, par les flétans, par les raies. C'est comme une autoroute de prédateurs. En anglais, ce phénomène, on l'appelle Predator Pit. C'est comme un nom de film d'action, mais pour les poissons. Et quand une population est trop basse, elle n'arrive jamais à s'en sortir. Mais parfois, ce qui est le plus frappant, c'est l'absence de surprise. La morue et la merluche ne reviennent pas. Pas de rebond, pas de miracle. Malgré les fermetures de pêche, malgré les décennies de repos biologique. Pourquoi? C'est précisément ce que Dominique Robert et d'autres chercheurs essaient de comprendre. Donc, on favorisait d'autres organismes, certains organismes justement qui aiment mieux l'eau froide, qui ont augmenté en abondance. Puis dans certains cas, c'est des prédateurs aussi, les mammifères, là, en particulier le phoque gris qui était à très faible abondance jusqu'à la fin des années 70 et puis qui a profité de cette situation-là, lui, pour rétablir sa population, mais aussi pour prendre de plus en plus d'espace vers le golfe du Saint-Laurent. Et pendant ce temps, l'écosystème continue d'évoluer. De nouveaux prédateurs comme le phoque gris se sont imposés. Des espèces compétitrices sont devenues dominantes. Et tout ça s'est fait en l'absence des grands poissons de fond, comme la morue et la merluche. Ces deux espèces n'ont pas disparu des radars scientifiques.
Elles sont encore suivies, année après année, lors des campagnes d'échantillonnage, entre autres de Pêche et Océan Canada, avec des chaluts de recherche, des enregistreurs acoustiques, des analyses génétiques. On mesure, on dissèque, on modélise, mais les résultats, eux, ne sont pas encourageants. Malgré les efforts de conservation, le recrutement reste très faible. Ça veut dire que très peu de jeunes atteignent l'âge adulte et chaque année où ça échoue, c'est une génération perdue. Les chercheurs tentent aussi de comprendre l'effet combiné de toutes sortes de pressions environnementales. La température de l'eau qui change, les proies qui sont plus ou moins disponibles, la pression de prédation par les phoques et d'autres espèces, et même la diversité génétique des stocks qui restent. Est-ce que la merluche blanche s'adapte aux nouvelles conditions plus chaudes? Est-ce que la morue du sud du Golfe a encore les capacités de frayer en quantité suffisante? Ce sont des questions auxquelles on essaie de répondre grâce aux sciences de l'environnement, à l'écologie des populations et à une course contre la montre. Parce qu'au fond, l'objectif reste le même. Comprendre pourquoi ça coince et trouver une porte de sortie avant que ce soit irréversible. Comprendre, c'est une chose. Agir, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aider ces espèces à retrouver leur place? Alors, que peut-on faire, nous, citoyennes, citoyens, jeunes ou grands? Pour Dominique Robert, la clé, c'est de changer de regard. Ne plus gérer chaque espèce comme une ressource isolée, mais voir l'écosystème dans son ensemble. Comprendre ce qu'on fait à une espèce a des répercussions sur toutes les autres. Il faut penser globalement et agir localement. Par exemple, soutenir les pêches durables, s'informer sur l'origine des produits de la mer, éviter le gaspillage alimentaire, chaque petit geste compte. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que société, là? C'est poursuivre nos efforts de développer une approche écosystémique à la gestion des ressources. Autrement dit, cesser de voir l'exploitation d'une ressource ou d'une autre en silos qui sont complètement séparés, mais toujours penser finalement aux impacts que notre exploitation d'une espèce peut avoir sur l'ensemble de l'écosystème, puis de considérer ça non seulement dans les modèles, mais aussi dans les quotas qui sont émis, puis dans la façon dont on va prélever la ressource. Ça, je pense que c'est essentiel pour nous assurer que les espèces qui sont en difficulté ou qui ont même des statuts encore plus précaires, là, qui sont en voie de disparition, ben qu'on ne leur nuit pas davantage. Donc ça, c'est essentiel, là. Il faut qu'on ait des mesures concrètes dans ce sens-là. Parce que on sait jamais, hein, c'est des fois les gens pourraient avoir une attitude défaitiste en disant bon, on a lu des rapports comme quoi la morue dans le sud du Golfe, dans 20 ou 30 ans, la population va être éteinte. Tu sais. C'est ce que effectivement, il y a des rapports du MPO qui disent exactement ça. Mais ça, c'est si la situation demeure stable, ne change pas. Puis on le voit, nos écosystèmes, ils changent vite. Puis des fois, ça rebondit vite. Puis on l'a vu avec le cas du sébaste. Ben le sébaste, il était considéré justement comme en voie de disparition lui aussi, puis il a rebondi. Puis c'est ça avec les organismes marins, c'est que comme ils se reproduisent en relâchant des centaines de milliers, voire des millions d'œufs par grand adulte, ben des fois, ça prend juste un billet gagnant, puis on a une possibilité de revenir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas lancer la serviette. Il faut continuer de préserver toutes nos populations qui sont dans un état précaire parce que on pourrait se retrouver là en tant que société, tout le monde gagnant d'avoir fait ça, avec des fois des retours qui ne sont pas anticipés, là. Et ça commence aussi par raconter. Raconter ce qui arrive aux espèces marines. Faire entendre leur histoire. C'est ce qu'on fait ici, ensemble. Le recrutement, ce moment où une génération atteint enfin l'âge adulte, c'est un mot crucial en biologie marine. Et c'est aussi ce qui pourrait tout changer pour la morue. La morue et la merluche peuvent-elles faire un retour? C'est possible, mais ça dépend de nous.
Des choix qu'on fait aujourd'hui, comme individu, comme communauté et comme société. 2 espèces, une histoire mouvementée et peut-être un avenir. Une dernière plongée avant de remonter à la surface. La morue franche et la merluche blanche sont des témoins silencieux de l'histoire du Saint-Laurent. Elles racontent l'abondance, la surexploitation, le déséquilibre, mais aussi peut-être l'espoir. Protéger la biodiversité, c'est aussi raconter ces histoires, c'est comprendre le passé pour mieux imaginer le futur. Merci d'avoir été avec nous dans Au cœur du Saint-Laurent à la découverte des espèces en péril. Un grand merci à notre invité Dominique Robert pour ses éclairages passionnants. Pour prolonger l'expérience, toutes les informations supplémentaires sont dans le descriptif de cet épisode. Cette série est produite par Balado et Jeunesse maritime du Saint-Laurent avec l'appui du programme d'intendance de l'habitat pour les espèces aquatiques en péril de Pêche et Océan Canada. Le montage et la réalisation sont signés Tommy Goupil. Je suis votre animatrice Lynne Morissette et si vous ne regarderez plus jamais un filet de morue de la même façon, c'est qu'on a réussi notre mission.